LGF, le grand forum, avec nous aujourd'hui, Samira Karwa qui est avec nous. J'ai bien dit, hein, Samira Karwa. Karwa, ouais. Voilà, coach en développement personnel, consultante en psychologie, organisatrice d'événements et avec nous comme invité pour l'instant, j'ai envie de dire. Bahran El Fakar qui est auteur, écrivain, médiateur interculturel. Ma maman ne te gondera pas, tu as bien prononcé, cher écoute, je salue ta maman qui nous écoute, j'espère. Elle nous écoute, c'est sûr. Voilà, bah écoute, bonjour maman et bravo pour votre fils. Alors, justement, on est en train de faire des you là, pour toi, ton attention. On parlait tout à l'heure de, justement, dans le cadre de médiateur interculturel, tu interviens, tu me disais, dans des écoles. Tout à fait. En réaction peut-être à ce qui s'est passé il y a un an, jour pour jour quasiment maintenant. Oui. Charlie Hebdo, l'hypercachère, et tout à puis fait. les attentats du 13 novembre. Voilà, je suis convié notamment dans des écoles privées, catholiques pour la plupart, hein, 80% d'entre elles, où ils rencontrent des difficultés, des tensions entre élèves, des discours avec lesquels ils ont du mal ils ont du mal à gérer ce type de discours. Donc je rencontre les élèves, ça peut commencer par 1h30 d'une rencontre collective où je suis face à eux. Tu m'entends ? Oui, pardon. Et voilà, où on aborde ces sujets qui sont vraiment difficiles, on s'en rend compte sur le terrain, vraiment de mal, la communication ne passe pas tout de suite. Ouais. Et mon travail de médiation, il est là, il est d'abord de comprendre, de faire un diagnostic, c'est pas simple, en arrivant dans une école qu'on ne connaît pas, un cadre scolaire qu'on ne connaît pas, une équipe pédagogique qu'on ne connaît pas, et on essaye de poser un diagnostic assez rapide et d'essayer d'ouvrir le débat. Quel type de réaction as-tu eu à faire face après les attentats ? Eh bien écoute, dans mon intervention, je commence assez fort, ou quand je leur dis par exemple que Charlie Hebdo a eu le droit de dire et de faire ce qu'ils ont fait, par exemple, c'est tout de suite violent, c'est tout de suite des réactions où ça se lève, ça parle fort, on m'a menacé, on me dit que si j'avais dit ça dans la rue un peu plus loin, ça se serait très mal passé pour moi, mais après quand je développe un peu en leur disant que c'est pas parce qu'ils ont le droit de le faire on a à l'accepter ou qu'on doit trouver ça drôle, ils comprennent déjà un peu mieux, c'est-à-dire qu'il y a quand même une différence entre le fait d'avoir le droit de dire quelque chose. Après, il y a une justice qui peut traiter du sujet si la personne ou le journal ou le média a été loin. S'il a été raciste, il peut être condamné pour racisme. S'il a été islamophobe, ça peut être le cas aussi. Mais c'est à nous, derrière, d'avoir une réaction, encore une fois, je vais le dire, sans émotion, sans être trop d'émotivité, sans tomber dans ces provocations, où là, selon moi, on tombe dans le piège, en fait. Je veux dire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et notre religion est déjà bien défendue, et c'est écrit par le texte, par celui qui nous a créés, qui détient donc nos âmes entre ses mains. Je pense qu'on n'a pas besoin de nous pour ça, et qu'après, il faut essayer d'avoir une réaction avec un peu plus de recul. Alors, je sais que c'est pas facile, et je le vois, je vois bien les réactions, mais je crois qu'on devrait d'abord commencer par cela, c'est-à-dire des réactions un peu plus sereines. Et là, on apporte, à mon avis, de meilleures réponses. Et quels sont les diagnostics comme ça, bon, sans trop s'attarder, mais en gros, les diagnostics que vous en avez fait après votre passage. Alors, pour simplifier un peu, on peut dire déjà une méconnaissance même de la part des gens de ce qu'on peut appeler notre communauté par rapport à leur religion, donc par rapport à l'islam. Vraiment. C'est-à-dire très en surface, c'est-à-dire que quand on discute, les questions qui m'ont été amenées à la fin des débats, ça a été, je donne un exemple comme ça un peu rapide, mais est-ce que pendant le mois du Ramadan, on a le droit de mettre du déodorant ou pas? Moi, à partir de là, vous comprenez ils ont une connaissance un peu en surface. Et j'ai pas envie c'est quoi le lien entre le déodorant et les attentats? C'est justement ça, qu'il n'y en a aucun, c'est-à-dire c'est-à-dire que quand ils n'ont plus de réponse, les questions qui se posent, elles sont tout le temps en surface. Et attention, là, je porte pas un jugement de valeur, et c'est vraiment pour simplifier que je dis ça, c'est juste pour dire que même quand c'est plus profond et que j'ai affaire à des élèves un peu plus instruits ou connaisseurs de leur religion, ça reste souvent en surface. Voilà, et c'est tout le temps des réactions. Alors juste, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit quand tu commences par dire que Charlie Hebdo, oui, avait le droit de dire, enfin, ou de faire ce qu'ils ont fait. Je pense que c'est bon. Après, ça a été ta manière, d'apporter les choses un peu dans ce contexte. Je pense que ce qui est intéressant, tu as cité le prophète alayhi salam. C'est vrai que c'est important de rappeler qu'à son époque, il a été vraiment décrié, il a été insulté par sa propre tribu, sa famille, les gens qui étaient autour de lui, qui n'acceptaient pas son message dans un premier temps. Et c'est vrai qu'il ne réagissait pas à ces insultes dans l'ego, en fait. Il n'avait absolument pas d'ego. Pour lui, il fallait qu'il apporte son message, et il l'a apporté dans la paix. Et c'est en transformant il a vraiment apporté, avec son énergie, il a vraiment apporté une véritable transformation des gens par leur cœur. Et ses pires ennemis sont devenus ses plus grands alliés.
Je pense que ce qui se joue au moment avec ce qui s'est joué en tout cas à un moment donné avec Charlie Hebdo, c'était une escalade en fait de provocation, voilà. C'était des provocations. Ouais, et en fait, dans un fond de violence globale dans la société dans laquelle on se trouve, qui ne concerne pas que les musulmans, on est dans une société qui globalement est violente dans son institution, violente envers des êtres humains. On a une augmentation de la pauvreté, on a une augmentation de la précarité, une augmentation de personnes, d'un nombre incalculable de personnes qui sont malheureuses dans leur vie. Et je pense que quand on replace cette question de la violence, l'idée c'est de revenir, et moi c'est un peu le travail que j'ai fait et que je compte mettre en évidence dans les événements que j'organise en 2017, comprendre les origines de la violence, vraiment la question intrinsèque de la violence et comment elle peut se mettre, après dans les formes, elle peut prendre différentes formes, c'est important de pouvoir déconnecter. Et effectivement, plus on réagit à des actes violents, plus ça entretient la violence. Maintenant, le problème, c'est un équilibre entre la balance, et je ne veux pas déborder sur la vie tranchée que j'ai à faire tout à l'heure, la balance entre la question de la justice et de l'injustice, et la question de rétablir les choses. Forcément, il y a des rapports de force et des rapports de contre-pouvoir. Maintenant, faut être assez peut-être raisonnable pour pas céder aux émotions, mais également les émotions ne sont pas à étouffer, parce que si il y a une réaction émotionnelle, c'est qu'on a touché à des valeurs qui nous sont propres. Donc les émotions sont toujours des alertes. Maintenant, après, ça dicte pas les actes qu'on va mettre en place, mais simplement ça donne en tout cas une alerte, et après c'est un peu la raison qui va déterminer la direction dans laquelle on va. Le record de la question la plus longue. Hein. C'est pas une question en fait, c'était une remarque. Oui, c'était pour réagir en fait. Non, mais c'était ce à quoi j'appelle, c'est-à-dire d'avoir un regard un peu plus sur le long terme. Regardez ce que devient Charlie Hebdo aujourd'hui. Je veux dire, tout passe, comme le dit l'un des poèmes dans ce recueil. Que devient ce média ? Que devient-il, honnêtement ? Donc, est-ce que c'est par nos réactions qui auraient été à l'époque un petit peu trop violentes, ou d'avoir surréagi à l'époque, qui ont amené ce média à devenir ce qu'il est aujourd'hui ? Je ne pense pas. Je pense que si on avait été aussi on avait réagi avec un peu plus de sérénité, ça aurait été, à mon avis, le même résultat. Oui, mais en même temps, est-ce qu'il était possible de réagir avec plus de sérénité quand les musulmans globalement se sentent aussi mal, aussi stigmatisés, aussi pointés du doigt, et quand à l'intérieur même, parce que c'est pas la peine de remettre la faute à chaque fois sur l'environnement, sur l'extérieur, mais quand même, quand il y a un environnement hostile, à un moment donné, forcément, ça va provoquer des blessures, et dans la blessure, on est après dans des mouvements et de colère et de repli. Et maintenant, il y a également des problématiques au sein des musulmans eux-mêmes. Et je pense qu'il ne faut pas tout rejeter. Et avec des attitudes, moi-même, j'expérimente ça sur le terrain. Je suis actuellement représentante de parents d'élèves également dans l'école. Dans l'école de mon enfant, et on a commencé l'année avec une problématique liée aux femmes voilées. On a fini le premier trimestre à faire un cocktail dînatoire où on était tous ensemble. Donc parce que j'ai voulu mettre en évidence que être dans le combat pour plus de justice, c'est bien, mais c'est aussi de toujours le mettre en balance avec la question de l'amour et de la construction positive. Moi, j'ai considéré, à mon avis, dans mes interventions, mon travail de médiation, pas comme les réconforter ces jeunes, justement, dans leurs émotions et dans leurs réactions. Moi, j'ai quand même réussi à entendre. Ils ont eu raison de le faire, en parlant des frères Kouachi. C'est pour ça que je suis vraiment allé. Si vous voulez, je suis pas là pour être trop conciliant non plus. À un moment donné, on a eu affaire à des actes qui étaient clairs, qui étaient violents, dictés par de la folie, ou par ce que vous voulez, par de l'incompréhension, par des gens en tout cas qui... Jusqu'à en oublier une carte d'identité, vous vous rendez compte ? Voilà, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, ils commencent à prendre l'habitude de les pièces d'identité. Non, mais c'est bien. Il y a qu'en Turquie, il n'a pas oublié par contre. Ouais. On attend la suite. Peut-être qu'il l'a laissé dans les toilettes. Oui, on en rigole, hein, vous voyez. Ah là là, oui. Mais ceci étant, vous savez que c'est en jour pour jour d'ailleurs les cérémonies de souvenirs commémoratives par rapport à cet événement de Charlie Hebdo qui avait lieu il y a un an, jour pour jour quasiment. Les cérémonies ont commencé, que ce soit d'ailleurs pour Charlie Hebdo ce matin avec le déplacement de quelques ministres de gouvernement, idem d'ailleurs pour l'hypercachère le 9 janvier. Ceci étant, très bien,
le problème, c'est que il y a quand même un oubli, et un oubli de taille. Cette fameuse stagiaire policière qui a été tuée par Koulibaly, visiblement, le lendemain de Charlie Hebdo, donc le 8 janvier, elle est passée aux oubliettes. Pas de cérémonie. C'est grave. Oui, mais on n'a pas. Qu'est-ce que c'est que cette France qui fait de la commémoration à géométrie variable, quoi? Ça suffit? Oui, toujours. Mais bon, après, est-ce qu'on peut avoir une explication? Ça serait intéressant de lancer la question et d'essayer d'attendre une réponse, ça serait bien. Bah, l'explication avec, je sais par exemple pour l'hypercacher qu'il y a une communauté juive qui tend en tout cas à ce qu'on se rappelle de ce qui s'est passé, et encore une fois c'est tout à fait logique parce que c'est dramatique ce qui s'est passé dans ce supermarché. Donc il y a quand même, voilà. Alors je sais pas d'où vient le problème, mais je tenais quand même à signaler cet oubli de taille important. Oui, Parce que tout à quand fait. on commémore ce qui s'est passé il y a pas. un an, il s'est passé Charlie Hebdo, il s'est passé donc cette petite Clarissa qui s'est retrouvée là par hasard. Enfin pas par hasard parce qu'elle était en intervention, mais sur le terrain, qui s'est retrouvée touchée par une balle de cet individu, et puis le lendemain, donc il y a eu ce qu'il y a eu à l'hypercacher. Mais on en a oublié donc Clarissa qui est morte. Elle était jeune, hein. On se souvient évidemment des larmes. Des commémorations. Oui, absolument. Bon, en tout cas, nous on l'oublie pas, et merci Christophe. Oui, et puis, Clarissa et surtout sa maman famille, et sa voilà, famille évidemment en Martinique, je crois. une pensée pour sa famille. Qui ont dû traverser cette épreuve douloureuse et difficile alors qu'elle était promise à une carrière, j'allais dire, dans la police. Et ben, ça n'a pas duré longtemps, voilà, malheureusement. Bon, ceci étant, on va se poser une autre question, et j'ai envie de vous dire que je me suis laissé emporter par l'interrogation de Pascal Praud, son émission sur iTélé, et de ses chroniqueurs, sur l'affichage des convictions religieuses des hommes politiques. C'est vrai qu'on n'avait pas pour habitude que les hommes ou femmes politiques affichent leur confession. Sauf que il y en a un qui s'appelle François Fillon, et lui il l'affiche clairement. Écoutez. Il me semble que c'est la première fois qu'un candidat à droite dit ce qu'il a dit et rappelle son attachement à la foi catholique. Écoutez-le, comment il se définit hier. Je suis gaulliste et de surcroît je suis chrétien. Ça veut dire que je ne prendrai jamais une décision qui sera contraire au respect de la dignité humaine. 158, faudrait vraiment écouter toutes les bandes. Je ne suis pas sûr que le général de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, se soit défini, Jacques Chirac, bien évidemment, Nicolas Sarkozy, se soit défini en disant « je suis gaulliste et je suis chrétien ». Quel sens est-ce que ça a ? Quel sens est-ce que ça a ? C'est la question que pose Pascal Praud chez nos confrères de iTélé. Le fait d'afficher ouvertement sa confession religieuse pour François Fillon. J'ai l'impression que ça ressemble de plus en plus aux Américains. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Barhan? Écoute, il va prêter serment sur la Bible, comme ouais, les Américains depuis George Washington. Bah oui. Écoute, ça annonce des élections présidentielles déjà. Ouais. Et puis la tentative de récupération, certainement, encore une fois. Prêter serment sur la Bible, c'est aux États-Unis. Oui, voilà, mais non, justement. mais peut-être par le trompe faire. pas. C'est ce que justement, il finira parce peut-être. Parce que j'ai évoqué les États-Unis, parce que aux États-Unis, alors là, j'invite clairement. aux spécialistes de me rappeler à cette info importante, parce que j'ai ouï dire qu'il fallait être de confession chrétienne pour être président de la République française. Alors, est-ce qu'on m'a... J'aimerais qu'on vérifie cette information, parce qu'elle est importante. De confession chrétienne. Ouais. Tu penses qu'il y a un texte qui Je parle... ne sais pas, on m'avait dit que oui. Donc j'aimerais qu'on se renseigne là-dessus. On va chercher en tout cas de notre côté. Si quelqu'un a l'info, qui nous la donne par mail à gf@francemaghreb2.fr ou qui nous appelle au 01 40 33 9000. Ceci étant, Pascal Praud a raison dans le sens où De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande n'ont jamais affiché leurs convictions religieuses. Ou peut-être ils y ont répondu peut-être au détour d'une question, mais ça n'a jamais été, en tout cas, le fait d'un choix de dire je suis de telle confession. C'est important ou pas ? Est-ce que c'est un point nouveau ? Est-ce qu'il faut le prendre en compte ? À la limite qu'il soit chrétien, tant mieux, enfin, tant mieux pour lui, pas de problème. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question. On sait qu'il y a la possibilité à de multiples candidats. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait un là qui apparemment le frère supposé de comment il s'appelle, Rachid Nekaz, qui va se présenter à la présidence de la République française. Pas Rachid, son frère.
il doit être certainement de confession musulmane. Est-ce que lui, il arrive et dit voilà, moi je suis musulman, quel bah, impact ça aura? J'imagine ce qu'elle risque de faire dans les médias. Non mais si, alors que si l'on ça- nous dit à longueur de journée, en clair, les messages c'est gardez votre religion pour vous et vivez là dans votre de sphère privée, et le mec est là, il se présente à la présidence de la République et dit moi je suis chrétien. En Non, mais- clair, voilà. Écoutez, moi je pense encore une fois que ça annonce une période d'élection qui va être très 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 complexe et très orientée vers l'identité, vers l'identitaire, puisque parfois certains, pour s'opposer à l'islam, disent je suis chrétien. Il le sait, il tente de ressembler à Marine Le Pen depuis maintenant presque 2 années, tous le font, et il va bien falloir qu'il essaie de récupérer aussi, que je le disais tout à l'heure, un certain électorat du Front National. Il a tenté avec la partie islamophobe. Je ne dis pas que les électeurs du Front National sont tous islamophobes. Non, et peut- puis en plus, ils tombent pas tous dans le panneau Voilà, c'est pas ce que également je de la dis. récupération, hein. Mais il y en a qui, oui, hein, le vote un peu de colère, C'est là. ça. Ouais, peut-être cela. Ouais, le vote de colère, et puis le vote chrétien aussi, ou de ceux Oui, qui voilà. se le disent. Mais là, clairement, je pense que pour répondre juste à une partie de ta question, tu disais est-ce que genre c'est quelque chose d'anodin ou quelque chose d'important? Non, je pense que c'est quelque chose d'important. Je pense que s'il l'a dit, c'est une véritable stratégie qui est mise en place. Tout est calculé, il est en campagne, forcément, il sait ce qu'il dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il a en tête en mettant ça en évidence? Je pense que au vu des dernières années qu'on a vécues, et d'une islamophobie quand même institutionnalisée et des discours. Grimpante. Oui, non, mais et puis vraiment, bon, on a quand même eu l'affaire du Burkini cet été. Je pense que c'est pas anodin et ça laisse entrevoir des choses pas forcément. Enfin voilà. Alors un auditeur a peut-être une partie de la réponse à ma question. Bonsoir docteur. Oui, bonsoir mes amis, vos invités, voilà, donc, mais en partie, comme vous venez de En dire. partie, oui. Alors, expliquez-moi. Voilà, donc, bon, les rois, bon, c'était des Oui. catholiques de France, après il y a eu les républiques, il y a les empires et tout. Moi, en tant que je suis né au Liban, tout ça, on dit notre mère, al-Hanoun, notre mère affective, c'est les Maronites, c'est pas mon cas, c'est Madame la France. Voilà. Maintenant, revenons en France, et vos auditeurs, là, vos invités, est-ce qu'ils connaissent la guerre de Suez de 1956? C'est tripartite. Israël, la France et l'Angleterre. Quand Gamal Abdel Nasser a nationalisé le canal du Suez. Oui. Et c'est Oui. quoi le rapport, docteur? Ah, j'arrive. Oui. Allez-y, Alors, le premier ministre à l'époque s'appelait le président du Conseil, c'était le socialiste Guy Mollet. Oui. Donc il a dit, on va aller attaquer l'Égypte, ces terroristes qui nous pillent, parce que comme ça, on va décapiter carrément le serpent. La tête du serpent, c'est-à-dire le serpent, c'est la guerre d'Algérie, la guérilla, c'est la révolution algérienne, et la tête, c'est Nasser. Bon. Après, il a dit, la guerre, ça va être entre l'évangile et le Coran, entre le croissant et l'évangile. Il a dit au Parlement, il faut revenir aux archives, à la bibliothèque. Donc, c'est sous-entendu qu'il faut qu'on soit chrétien. Bon, de préférence même catholique, pas trop protestant. C'est comme ça. Mais est-ce qu'il y a des textes? Ça, je vais me renseigner, je vous le dis. Voilà. Mais qui ça, c'est comme ça. Voilà. Donc, en partie. Mais il faut revenir sur le discours de Monsieur Guy Mollet au Parlement, pourtant socialiste. Hein. Oui, puis Bien, peut-être bien avant encore, peut-être bien plus loin, parce que c'est vrai que, comme disait Bahran tout à l'heure, le fait de se positionner dans quelque chose qui relève de l'identitaire, ça peut rappeler une période quand même assez Oui. noire de Et l'histoire surtout pour des des gens qui croisades. défendent la laïcité. Oui, Plus bec que et bec et ongles, ongles. ouais, plus que- Oui, Merci. C'est tout à fait. La laïcité, d'ailleurs, on le disait au Liban, mon enfance. Moi, je suis arrivé en France, j'avais 16 ans. On le disait, le seul pays qui était dans la région et qui est le reste laïque, c'est la Syrie, avec la constitution de 35 de De Gaulle. Bon, on a parlé longtemps, c'est pas le sujet là. Mais la France est sous-entendu. Bon, on est tous laïcards, tout ce que vous voulez, mais quand même la religion reste basique. Ici, la religion chrétienne. Et ça, malheureusement, donc, pourtant je suis sioniste, mais là, je viens d'apprendre qu'il a dit que je suis avant tout. Lui, il défend chaque fois les chrétiens d'Orient, donc ils n'ont pas besoin trop de sa défense, ils peuvent se défendre tout seuls, voilà. Merci docteur. Alors je tiens à préciser, parce qu'on va vite dans les renseignements, mes collaborateurs se sont chargés de répondre à ma bêtise, parce que c'en était une visiblement. Enfin, c'était pas une bêtise, parce que c'était pas une information, c'était une question que je posais par rapport à ce qu'on m'avait dit.
Et par rapport au fait qu'il faut ou pas être de confession chrétienne pour être président de la République, non. La réponse est non. Il n'y a pas. Ramadan va pouvoir se présenter. Voilà. Bah d'ailleurs, juste à titre d'exemple. Non, mais à titre d'exemple, Dominique Strauss-Kahn, qui devait se présenter à la présidence de la République, n'est pas chrétien. Tout le monde le sait. Voilà. Donc ça pose aucun problème visiblement. Il n'y a pas dans les textes. Dans la Constitution, le fait d'avoir une confession ou pas imposée pour devenir président. En fait, bien sûr, ça c'est logique. Ouais. Et puis c'est tout à fait normal. Oui, c'est normal. Allez, vos appels 01 40 33 9000. En tout cas, cette question est quand même à double sens, c'est-à-dire le fait que François Fillon affiche sa religiosité nous dise qu'il ne prendra pas de décision qui va à l'encontre finalement de la chrétienté, c'est important et ça c'est source d'indication. Abdelrahman, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à vos invités. Moi je voulais intervenir sur différents attentats en France. Oui. Il y a une incohérence totale des enquêtes. Je vous rappelle quand même Khaled Kelkal, si vous vous rappelez du Khaled Kelkal dans les années 95. Il a été achevé en direct à la télévision. Il a été blessé grave, il était par terre, et puis un agent du GIGN, il arrive à hauteur de Khaled Kelkal, son chef de groupe, il lui dit achève-le, alors qu'ils avaient l'opportunité de l'arrêter et de l'interroger. Et là, ça me rappelle les enquêtes en Algérie, durant la décennie noire, durant la guerre civile. Comme par hasard, une fois qu'on arrête un terroriste, on l'achève, on le tue. Donc, à qui profite le crime? En même temps, l'affaire aussi d'autres affaires aussi en France. C'est flagrant, des enquêtes, on achève toujours l'affaire, les frères Kouachi, tous les spécialistes de la sécurité, on c'était d'accord on pouvait les arrêter avec des grenades à gaz un peu plus fort pour les arrêter. Oui, l'exemple le plus concret, c'est Mera. Pourquoi en France, on n'a jamais arrêté un terroriste pour le ramener dans les locaux, pour le renseigner, enfin pour avoir plus de renseignements. En plus, il y a une autre affaire aussi, l'affaire des détournements de Air France. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît rien de cette affaire. Il y a un chantage au complotisme en France qui interdit d'ailleurs de se poser cette question. Merci beaucoup Abdelrahman, mais c'est vrai que l'exemple le plus concret c'est Mera, Mohamed Mera, qui aurait, et d'ailleurs le responsable du GIGN dit si ça avait été nous qui avions été en charge de cette affaire, croyez-moi qu'on l'aurait eu vivant, parce qu'on aurait mis dans la ventilation, on savait donc qu'il se trouvait on avait les plans d'appartement, on savait où il se trouvait dans cette petite salle de bain, et on avait la possibilité d'ingurgiter d'espèce de gaz endormissant dans la ventilation, de serait-ce que on le met neutralisé et de l'avoir vivant. Est-ce qu'il y avait une volonté de l'avoir vivant, c'est la question. Bah il y a ça, et puis il y a Koulibaly dans l'hypercachère, je sais pas, il y a une vidéo qui tournait qui est très très bizarre. On le voit courir vers la sortie et on voit tous les policiers à l'extérieur lui tirer dessus. C'est à se demander, et il a l'air quasiment, enfin bon après je vais pas tomber dans des trucs un peu complotistes, tout à l'heure, il avait l'air menotté, le chantage en au complotisme, c'est ça. Oui, parce qu'il faut faire attention, bien sûr. Le souci c'est quand même, mais quand on voit que la Belgique a quand même réussi Salah Abdeslam, ils l'ont eu vivant. Alors bon, c'est que c'est possible à un certain moment, donc je sais pas, c'est à se poser des questions. Alors il nous reste une petite minute. Ahmed, bonsoir. Ahmed. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à vous Bonsoir. Bonsoir, vos chroniqueurs, voilà. Bonsoir. Oui, non, mais je voulais justement répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure. Vous savez qu'il y a une tradition qui remonte à Henri IV, à l'époque où le roi de France avait offert au Saint-Siège l'abbaye de Clairac, dans le Lot-et-Garonne. En échange, le monarque, bien sûr, s'était vu attribuer un titre honorifique, et ce titre honorifique, il est d'usage jusqu'à maintenant. Ce qui fait que chaque président de la République est nommé chanoine, automatiquement. C'est-à-dire quand il est élu, il doit aller voir le pape, et donc il y a quelques présidents qui sont allés, d'autres qui ont refusé d'aller, entre autres, mais qui ont accepté le titre. Bien sûr, François Hollande ou Georges Pompidou, François Mitterrand aussi, mais Valéry Giscard d'Estaing est allé pour justement recevoir et faire allégeance, bien évidemment. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, qui a eu cette phrase dont vous vous souvenez certainement, au Latran, il avait dit l'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur. C'est ça, Donc c'est pour vous dire que de toute manière, tout ce qui est fait
c'est du, à la limite, on parle, je vais dire, aujourd'hui d'un pays laïque, mais la laïcité, elle est aujourd'hui faite sur mesure pour les musulmans. Les juifs, ils se reconnaissent autant que juifs, ils le disent haut et fort. Je veux dire, les chrétiens, pareil. Nous. Merci Ahmed, merci de la précision, parce qu'on n'a plus le temps, on a la pub. On est de retour très vite avec dans un instant le cessez-le-feu, c'est le titre. On n'est plus en guerre, mais cessez-le-feu de Samira Karwa pour son avis tranché, et puis Barhan qui va nous présenter un peu son livre aussi. Il est venu nous présenter à vous, chers amis auditeurs, parce que par la poésie, par les poèmes, on peut aussi faire passer beaucoup de messages. À tout de suite. Aujourd'hui, Madame Samira Karwa, qui est avec nous, Samira Karwa, que vous connaissez maintenant, et qui est donc coach en développement personnel, consultante en psychologie et organisatrice d'événements sur France Maghreb 2 avec nous pour commenter l'actualité avec nous, et notre invité aujourd'hui, Barhan El Fakar, avec qui nous allons parler de son livre dans quelques instants, mais cela dit, pour l'instant, voici la vie tranchée de Samira. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Allez, c'est parti donc pour écouter. Vous pourrez réagir au 01 40 33 9000 à la vie tranchée de Samira. Le titre, cessez le feu. Oui, bonjour. Cessez le feu. Je vais tout d'abord commencer par une citation d'un proverbe hassidique du XVIIIe siècle. Comme la main qui, placée devant les yeux, dissimule la montagne la plus haute, la routine de la vie de tous les jours nous empêche de voir l'immense éclat et les merveilles cachées du monde. Cette citation, en fait, amène un petit peu à comprendre le monde dans lequel on vit. On vient de passer le cap de 2016 à 2017, d'ailleurs, mes meilleurs vœux à toutes nos auditrices et auditeurs. Cette zone de transition est une opportunité de changement. Mais vous me direz, quel changement ? Le changement, déjà le plus profond, comme Mahatma Gandhi le disait, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Pourquoi commencer par soi ? Alors que quand on regarde dans le monde dans lequel on vit, on fait le constat des nombreuses guerres. Pourquoi avoir choisi le terme de cessez-le-feu ? Parce qu'on vient d'assister à un cessez-le-feu, en Syrie notamment, juste en fin 2016, un des calvaires les plus abominables qu'on a eu à vivre en cette fin d'année, et notamment la crise d'Alep, qui s'est finalement terminée dans quelque chose d'assez monstrueux et d'abominable. Et ces abominations, en fait, nous amènent à nous questionner sur comment comment finalement agir face à toutes ces violences. On a l'impression que le premier mouvement possible, c'est le mouvement de la colère, le mouvement de la résistance, le mouvement du combat. Le combat, pas le combat armé, mais le combat sous la forme de la condamnation, la forme dans nos institutions démocratiques d'essayer d'interpeller là-dessus. Simplement, à un moment donné, est-ce que vous pensez qu'il serait possible de prendre un peu de recul et de lâcher prise, non pas d'abandonner le terrain, non pas d'arrêter de combattre, mais juste de vous poser la question si c'est la meilleure des choses à faire et si le changement ne pouvait pas commencer d'abord à l'intérieur de vous. Déjà, cette colère, savoir la maîtriser et savoir à quoi elle appelle. Évidemment que de constater des injustices va provoquer des émotions. Pour ceux qui ont un cœur qui vit, pour ceux qui ont une raison raisonnable et qui est connectée à l'ensemble des êtres humains, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Maintenant, parfois, on s'oublie dans le combat. Et au final, on n'apporte pas tant de changements que ça, puisqu'on va générer une certaine violence qui va entretenir d'autres violences et qui, finalement, comme Einstein le dit, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme et va juste déplacer les zones de combat. Donc maintenant, j'aimerais appeler à juste une notion, un peu de lâcher prise, un peu de recul, de prendre de la hauteur et de la distance et d'évaluer un petit peu la situation dans vos vies. Quels sont les combats dans lesquels vous êtes engagés et comment vous pourriez faire les choses autrement ? Quand Dieu nous dit dans le Coran, Dieu ne change pas un peuple tant qu'il ne change pas tant que ce peuple ne change pas ce qu'il y a en lui-même. Finalement, quand j'étais plus jeune, je me demandais qu'est-ce que ça voulait bien vouloir dire. Bien sûr, dans les termes, on comprend, il faut changer soi-même. Mais est-ce que c'est si simple de savoir comment faire ? J'ai mis des années à essayer de trouver le moyen de le faire. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, résister aux injustices, résister aux choses qui ne doivent pas se faire pour plus d'éthique, un monde en paix et plus de
plus de solidarité et un monde plus juste, effectivement, la résistance est importante, mais quand elle n'est pas visualiser un petit peu les choses comme si c'était une balance. Si vous ne mettez pas de l'autre côté de la balance la question de l'amour, la question de la paix, vous allez simplement instiller plus de violence et finalement ne rien résoudre du tout. Donc simplement essayez d'être un petit peu dans le lâcher prise, un peu plus de méditation, d'introspection et évaluer dans votre vie. Quand vous critiquez l'injustice du monde, voyez les zones où vous êtes vous-même injuste peut-être dans votre relation de couple, injuste envers vos enfants, injuste envers vous-même, et essayez injuste envers la planète, envers également ce que Dieu nous a donné, et finalement commencez à corriger cette question de justice en vous-même, et vous serez vraiment le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Merci. Merci Samira pour cet avis tranché. Donc pour ce cessez-le-feu que nous a proposé Samira et sur lequel elle est revenue. Voilà. Peut-être que Barhan souhaite réagir à ce qu'il vient d'entendre. Donc l'avis tranché de Samira. Bien écoutez, je remets le casque. Oui, voilà. Merci en fait pour la vidéo. Alors Barhan, je me réinstalle. Tu filmais et tu as regardé ce qui s'est passé. J'ai été dire aux auditeurs ce qui se passe. Concentré sur l'aspect technique de mon travail que je vais devoir revisionner la vidéo pour donner mon avis. Inch'Allah, la prochaine fois, peut-être. C'est ça. Je m'excuse, j'ai tellement vouloir bien faire les choses, pardon. D'accord. Bon, j'imagine que ça doit être de la post-prod super intéressante là. Du coup. Il nous a fait du grand art notre ami Barhan. Oui, j'espère. Là j'ai la pression. Alors on va peut-être voir, je sais pas s'il y a l'auditeur qui veut réagir ou pas. Allô, bonsoir. Allô. Salam, tu feras sur antenne. D'accord, très bien, en antenne mon ami, à tout à l'heure. 01 40 33 9000 bien sûr, pour bien peut-être réagir à l'avis tranché de Samira Karwa. Vous pouvez et vous avez la possibilité de le faire. Mais on va parler maintenant un peu du livre de Barhan El Fakar qui est avec nous et qui, je le rappelle, est auteur, également écrivain, médiateur interculturel. On a parlé d'ailleurs de sa spécificité de médiateur interculturel dans le cadre de ses déplacements, de ses rencontres avec des écoliers après les attentats survenus l'année dernière sur notre territoire. D'ailleurs, je tiens à rajouter, pardon, que tout à l'heure on parlait de menaces, mais ça s'est presque fini pas par des bisous, mais quand même par quelques accolades à chaque fois et beaucoup de dialogue. Qui était improbable au départ. Qui apparaissait comme tel en tout cas. Qui apparaissait comme tel, très bien. C'est que le travail de médiation a bien été effectué. Alors tu es là dans un premier temps pour un livre, je l'espère, dans un deuxième temps pour une participation plus active dans cette émission. En tout cas, t'es le bienvenu. Je te fais la proposition et l'invitation en direct. Merci Christophe. En tout cas, je pense avoir l'accord de la maman de Barhan. Y a pas de souci. Il faudrait qu'elle nous appelle là, tu sais, ouais. Ça serait sympa. 01 40 33 9000 madame, n'hésitez pas. Allez, appelle maman. Voilà. Donc Barhan, donc ce livre. Oui. Alors, on rappelle le titre. Boui, B-O-U-I, et le sous-titre La peau aime les mots. Alors pourquoi Boui? Eh ben, tu poses là une grande question, Christophe. Oui, et je m'excuse presque auprès de toi et de tes auditeurs pour la réponse qui sera, à mon avis, incomplète pour deux raisons. La première, c'est que le vrai titre se trouve dans le sous-titre, en fait. La peau aime les mots. On pourra en parler là dans quelques minutes. Et concernant le titre directement, Boui, je te dirais que c'est un défi en fait que je lance à ma maman depuis l'écriture du livre et c'est en rapport avec mon prénom parce que donc mon prénom c'est bien Barhan avec un H au milieu et c'est Bahran, mais j'ai pas eu de réponse satisfaisante quant à l'origine de mon prénom et je lui demande donc de bien vouloir m'en dire plus et en échange je lui donnerai la définition du titre. Alors c'est pour ça que vous ne pourrez pas être les premiers à en connaître le sens, mais ça va venir bientôt Inch'Allah. C'est donc un challenge avec maman. C'est un challenge maman. Alors Samira, tu as lu ce livre? Alors oui, alors j'ai lu de très nombreux passages qui m'ont touchée. Et en fait, bon déjà même au niveau de la texture, hein, le livre est très agréable au toucher, très agréable également à regarder, puisque c'est important en fait. Enfin, ce que je trouve vraiment super intéressant chez Bahran. Alors du coup, moi j'ai commencé à l'appeler Bahran, donc je suis en train de me reformater, voilà Bahran. C'est le Gaoulé qui prononce mieux que toi. Non, bah, c'est pas un gars. Hein moi. Ah le Gaoulé. Ah bah oui, Christophe. Mais oui, mais toi, t'as pas été formaté. Moi, ça fait des semaines que je l'appelais Bahran.
Bahran. C'est vrai que j'ai laissé m'appeler comme ça en plus, il suffit pour quelque chose. Tu vois. Donc du coup là je suis obligée de recommencer, mais c'est pas grave, ça va revenir. Je disais en fait ce que j'aime beaucoup chez Bahran, c'est que il associe le beau et l'esthétique. Alors c'est vrai que la poésie, on est déjà dans l'art, mais il est complet, c'est-à-dire que il laisse rien au hasard, et il est dans le détail, et c'est ce que j'apprécie énormément. Il est touchant à plein de points de vue, au niveau des thématiques qui sont soulevées, au niveau de l'association des mots, et toujours avec une profonde douceur, et beaucoup de cœur, et beaucoup également d'intelligence, voilà. Et une connexion en fait entre des éléments de la nature, les éléments de l'être humain, la relation à Dieu, en fonction des thématiques, quelque chose également qui relève des sentiments humains, des sentiments les plus poignants, que ce soit les sentiments d'amour, les sentiments de désespoir. J'ai envie de dire tout y est, mais je pense que, en fait, j'ai pas envie de le dire comme ça. Bahran nous permettra d'avoir d'autres recueils entre les mains. Comme ça, ça le motivera aussi à continuer dans sa lancée, et à nous proposer toujours plus de choses intéressantes. Mais c'est quoi le but au départ, Bahran? Le fait de faire un livre de poèmes, il y a des messages. Quel est le message à faire passer? Oui, alors je reviendrai. Enfin, qu'est-ce que tu as, pour être plus précis dans ma question, après avoir lu ton livre, qu'est-ce que on doit se dire finalement? Qu'est-ce que tu recherches à ce que le lecteur se dise? Qu'ils comprennent le sous-titre. La poème, les mots. Toi, en tant que thérapeute, Samira, je pense que tu as dû percevoir ce que j'ai eu envie de dire à travers quelques poèmes. La peau, c'est la première chose, la première barrière contre les agressions extérieures, pardon. Et c'est aussi la première chose qui est atteinte chez nous lorsque notre système immunitaire ne peut plus se défendre. Et la poème, les mots, parce que les mots, pour le poète, bien sûr, sont importants, et parce qu'ils peuvent faire très très mal, ils font très mal, et ils peuvent faire aussi beaucoup de bien. Et au sein, encore une fois, de ce qu'on appelle notre communauté, ils n'ont pas toujours eu leur place, ou leur bonne place. Il y a au niveau de la communication, au sein des familles par exemple, ou dans les relations interpersonnelles, professionnelles, peu de psychologie. Moi je me souviens d'une période où quand on était enfant, quand ça va pas, c'est plutôt allez, courage, lève-toi, mets-toi debout, il faut que tu sois fort. Peut-être qu'à ce moment-là, on a plus envie d'avoir qu'on nous écoute, des choses, et puis des mots qui sont réconfortants, qui nous donnent confiance. La confiance beaucoup. Donc ce que j'aurais envie qu'ils se disent, c'est d'aller vers les autres, de leur parler. Notre cher professeur, mon professeur en tout cas, Tariq Ramadan, ne cesse de rappeler à chaque fois, de dire aux gens qu'on les aime, de leur dire qu'on les aime, justement. Ça ressemble un petit peu à ça, de ne pas hésiter, à se dire des bonnes choses, des bons mots, ne pas juger, ne pas préjuger. Ce recueil est aussi un appel à l'humilité. Alors je sais pas si je suis humble, mais en tout cas j'appelle à cela, à l'humilité, à l'empathie beaucoup. L'empathie, et il y a un autre thème qui revient à mon avis souvent dans mes poèmes quand je relis, qui est parfois présent de manière directe ou indirecte, c'est la mort. Voilà, parce que je sais que c'est quelque chose à laquelle je pense souvent, et pas forcément de manière négative, et qui me permet chaque jour en tout cas de renouveler mes relations avec les gens et mes motivations au quotidien. Mais la mort, oui, aussi, également dans le sens de quelque chose qui se finit, mais qui n'est pas la fin en soi, en fait. Tout à fait. C'est souvent comme ça dans ce que j'ai pu lire. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant, justement, de parler de cette question de la peau et du lien, en fait, avec les mots. Parce que justement ce qu'on a dans le Coran, et ce qu'on a en fait dans toutes les révélations, c'est Dieu en fait qui par sa parole va justement l'être humain en fait c'est vraiment la seule créature qui a accès en fait au langage parlé tel qu'on le connaît. Ouais. Et forcément, c'est une spécificité. El-Bayen, tu parles de l'éloquence là. Oui, ça, et puis même tout simplement le verbe, tu vois, même Aïssa alayhi salam, il avait comment dire, on l'appelait également le verbe de Dieu. Voilà. Et tout ça pourquoi? Et puis en plus, lui, il était dans quelque chose de thérapeutique également, tu vois, dans sa vision. Alors, on va peut-être avoir un petit extrait de ce livre avec un poème qui va nous être lu. C'est Samira qui va le lire? Ouais. Oui. Ouais, d'accord. Bon, ne bouge pas. Mais on va prendre Karim avec nous qui est au téléphone, parce que dans cette émission, voilà, ça bouge dans tous les sens. Karim, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités. Bonsoir. Pardon. Je vais vous dire trois, quatre choses vite fait avant d'écouter le poème. La première chose, je veux dire que moi je suis absolument pas choqué que Fillon dise qu'il est chrétien. Moi je trouve ça tout à fait normal qu'un Français de chose dans son pays puisse dire qu'il est chrétien. Je trouve ça tout à fait normal et qu'il l'affiche. Moi je suis pour qu'on affiche sa religion si on a envie. Moi je suis pas choqué de voir une croix, une kippa, un foulard. Moi ça me dérange absolument pas du tout.
quand j'étais petit, le prof de gym disait, ceux qui ont des chevalières, vous les retirez, et ben les gens retiraient leurs chevalières, leurs croix, et puis le problème était réglé. On n'avait aucun problème de ce côté-là. Par contre, je voudrais au problème du jeune Israélien là qui a été condamné. Moi, je crois que c'est une véritable mascarade. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fin de compte, Israël a été égratigné ces derniers temps à cause de sa colonisation, la résolution de l'ONU, etc. Et son image de pays démocratique a été un petit peu égratinée. Alors, ils ont monté ce coup-là en disant, voilà, nous, on le condamne et vous le graciez. Comme ça, le mec, en fin de compte, il risque rien. Parce que je vous rappelle qu'il a été accusé de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Alors moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Je veux bien être un chrétien et ne pas faire partie du peuple élu. Mais je veux quand même qu'on me dise comment un mec à terre, qui pisse le sang, qui est quasiment comateux, l'autre il vient, il lui colle son arme contre la tête, il lui tire 2 balles, et il n'a pas l'intention de le tuer. Alors il a l'intention de quoi? Peut-être de lui donner le dernier sacrement? Alors il faut arrêter de prendre l'humanité pour des crétins. Et je voudrais dire une dernière chose. Oui. Moi j'entends, par exemple, pour revenir à l'affaire de Payon, le pauvre il a été obligé tout de suite de s'excuser, parce que le premier qui a le malheur de dire qu'on en fait un peu trop sur les musulmans, aussitôt il est rappelé à l'ordre. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. On nous dit toujours que oui, il faut arrêter la haine dans les banlieues, il faut arrêter la haine de l'antisémitisme, la haine de la France, la haine... Bon, moi, écoutez, personnellement, je ne connais pas d'antisémites, je connais beaucoup d'antisionistes. Ceci dit, il doit y en avoir dans un pays de 65 millions d'habitants, étant donné qu'il n'y a pas d'antisémites. Il doit sûrement y en avoir comme il y a des... Il y a plus d'islamophobes que d'antisémites, ça c'est certain. Non, qu'importe. Moi, je suis sûr qu'il y en a, parce que dans 65 millions d'habitants, il n'y a pas 65 millions d'abbés Pierre ou des choses comme ça. Mais simplement, moi, je veux dire une chose. On nous dit, voilà, arrêtez la haine. Mais écoutez, moi, je ne connais aucun noir, aucun arabe, aucun musulman, aucun berbère, qui tient des chroniques comme Zemmour, qui vient à la radio pour dire, hop, les juifs n'ont rien à faire en France, les juifs sont à cause de tous les problèmes de la France. J'en connais pas, moi. Je ne connais pas de musulmans qui sortent des livres en disant les homosexuels ou les Français ou les juifs n'ont pas leur place en France. Moi, je ne connais pas si vous voulez, de berbères ou de musulmans finkielkraut. Moi, j'en connais pas des berbères, des musulmans ou des noirs Yvan Rioufol. Moi, je ne connais aucune une de journaux, je n'en ai jamais vu, j'ai 60 ans, une de journaux avec une femme juive disant cette bonne femme elle n'a rien à faire en France. Par contre, je vois constamment des femmes voyant en disant regardez, ils nous envahissent, regardez. Une fois, il y avait une dame qui portait un foulard, elle faisait la une des Valeurs Actuelles et elle avait marqué regardez, ils nous envahissent par le biais de la naturalisation. Moi, c'est pour ça que je dis qu'on demande aux jeunes d'être un peu plus respectueux, je suis tout à fait d'accord, mais un peu moins de haine aussi de l'autre côté, parce que de l'autre côté, c'est tous les jours, et par contre, eux, ça s'appelle de la liberté. Quand Zemmour dit les musulmans, il faudra leur mettre le couteau sur la gorge, c'est l'islam ou la France, je veux dire, ça s'appelle de la liberté d'expression. Vous comprenez? Alors, il y a des limites à tout. Vincent Payon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a rien dit de mal, il a dit simplement que de stigmatiser les musulmans, ça lui rappelait l'époque où on stigmatisait les juifs. Il a été obligé de faire marche arrière, le pauvre. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Parce que c'est une vérité. Il a rien dit. Eh ben, on n'a pas le droit, nous, musulmans, de se sentir stigmatisés. On n'a pas le droit, parce que maintenant on nous dit, ah, mais vous jouez les victimes. Mais attendez, quand vous prenez le fait divers de tout à l'heure de ces 2 jeunes femmes, elles n'ont pas le droit de dire qu'elles sont victimes. Merci Karim, merci beaucoup pour voilà votre commentaire sur l'actualité, votre réaction. Alors, extrait du livre de Barhan Al-Fakar donc qui est avec nous, que on peut se procurer partout, Barhan. Oui, donc sur mon site, donc sur ma page Facebook, il y a des liens qui amènent vers mon site internet où il est commandable. Facebook. Ta page Facebook, c'est quoi? Bah alors soit au nom du livre Boui, il y a une page Boui et il y a une page Barhan Al-Fakar. Alors Boui, B-O-U-I, la poème les mots. La poème les mots. Ou alors le Facebook donc qui est à mon nom oui. et à mon prénom Barhan Al-Fakar, ou alors sur Amazon plus classiquement, et bientôt dans toutes les Fnac de France. Et bientôt dans toutes les Fnac. C'est un livre qui se lit facilement, enfin, c'est un gros livre. Il y a 70 pages. Bon, ça va, c'est rapide. Ouais, non, mais en plus, le format est extrêmement aéré, très joli. Comme je t'ai dit, il est agrémenté, en fait, de photos, etc. Enfin, franchement, il se relit facilement. Il se lit, et oui, et ça donne envie de relire, en fait. Et c'est un livre pour toute la famille. Oui, c'est important. De petits, de 7 à 77 ans. Ouais, tout à fait. Alors ça motive aussi ce que je peux appeler entre guillemets ma plume, si je puis me permettre. C'est, on parlait d'éthique tout à l'heure. Ça a été très important pour moi dans le travail d'écriture d'essayer de. Ça n'a pas été une contrainte, mais ça a été un cadre.
parce que j'ai évolué dans le monde du rap quand j'étais plus jeune. Ah oui. Que j'ai beaucoup apprécié, que j'apprécie d'ailleurs toujours. Mais ce qui m'a à un moment donné, dans les années 2000, en tout cas, éloigné de la musique, ça a été que ça transpire pas des masses, prime abord. Hein. C'est vrai. Ouais. Peut-être dans le poème qu'on va lire là, peut-être. Hein, certains rappeurs reconnaîtront une certaine musicalité dans les vers. Et dans le rap, t'es quoi? T'es plutôt Kerry James ou plutôt Booba? Plutôt Kerry James. Ouais. Plutôt Kerry James. Donc que le rap conscient, quoi. Ouais, le rap conscient. Après, j'aime bien quand c'est quand même assez mélodieux, quand la voix porte aussi, quand il y a quand même ce qu'on appelle du flow qui fait un peu, qui donne un peu quand même envie d'écouter, d'entendre. Mais Kerry James, je cautionne tout à fait. D'ailleurs, plus que de cautionner, c'est pas mon travail, j'apprécie. Ouais, en plus. Alors, Samira, tu vas nous lire un poème? Oui, alors juste avant de le lire, je sais pas si tu balances ton jingle ou pas, donc juste avant, je voulais juste lire les dernières lignes, parce que faut quand même savoir que Bouy, la peau aime les mots, a été préfacé par Tariq Ramadan. Voilà. Ah, très bien. Ouais, donc Monsieur Tariq Ramadan. Monsieur Tariq Ramadan, voilà, rien que ça. Et d'ailleurs, que Bahran El Fakar a même interviewé lors de son émission No Name TV, parce que comme je t'ai dit, il est très surprenant et il a beaucoup de choses à son actif, notre cher Bahran, puisqu'il a créé sa propre émission télé qu'il diffusait sur YouTube. Qu'il diffusait ou qu'il diffuse toujours? Alors justement, c'est qu'il diffusait suite à quelques mésaventures liées au nom des invités que je recevais. Oui, d'accord. Mais tu sais, justement, ça tombe bien que t'en parles. On va en parler 2 secondes. Parce que quand j'ai commencé à regarder, effectivement, j'ai vu dans tes invités Dieudonné, la boîte de Pandore là. Alain Soral. La boîte à problème ou la boîte? Non, je plaisante. Non, loin de là. Oui, dis-moi. Alain Soral, Dieudonné, oui. C'est ça. Mais en fait, c'est tout un petit peu les reclus entre guillemets de la société. Il y a les frères Bogdanov au niveau scientifique. J'ai été si tu veux que je réponde un peu par rapport à ces invités-là, peut-être. Oui. Ouais, ce que j'ai envie de dire, moi j'ai créé ce média à une époque où, par exemple, le nom d'Alain Soral n'était pas prononcé dans les lèvres, enfin on l'entendait pas des lèvres du Premier ministre, par exemple. Donc pour te le dire très honnêtement, j'ai vraiment aucun regret, moi, d'avoir reçu ou d'avoir interviewé, par exemple, Dieudonné. J'ai interviewé Soral à l'époque Égalité Réconciliation, existait peut-être en souterrain, mais n'avait pas de site internet encore, donc c'était vraiment avant. C'était sur le thème de la liberté d'expression. J'avais créé ce petit média avec une association que je présidais, où je travaillais avec des jeunes, et on s'est proposé de. C'était avant qu'ils partent en vrille, quoi. Après, je sais pas. Après, il était déjà selon. Enfin, moi, je peux pas considérer ou juger de me dire que Alain Soral est parti en vrille. Personnellement, il a dans ma construction, dans mes lectures, dans ma progression, dans mon rapprochement de la politique, par exemple, c'est quelqu'un qui m'a servi. Je pourrais jamais dire il est parti en vrille parce que je peux pas juger les gens ni les personnes. Après, que des gens puissent parler de ses idées. Il était conseiller du FN quand même. Hein. Voilà. Non, mais justement, moi, là où je me suis arrêté sur l'émission, en tout cas, ça a été, je vais donner la parole à quelqu'un qui n'est plus invité dans les télés. D'accord. Pour une raison. Sur le concept. Ok. Sur le concept, c'était ça. Après, sur la suite, moi, j'ai pas travaillé à Égalité Réconciliation. Ouais. Sur le reste, il fait son histoire, son association, et d'ailleurs la collaboration avec Dieudonné. Non, mais on va pas te faire le procès de fait que t'as oublié. Parce qu'on l'a déjà fait. Si on devait avoir une collaboration avec tous les invités que j'ai eu, je peux vous dire que moi aussi, j'ai eu interviewé Dieudonné dans le passé, donc voilà. Non, mais surtout que j'en ai eu peut-être des plus durs encore. Mais bon. Non, mais surtout, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi de voir comment donner la parole à ces personnes. Tu sais, tout n'est pas bon à prendre ou à jeter, mais après je pense que donner juste la possibilité aux gens et leur faire confiance sur le jugement qu'ils peuvent porter et sur ce qu'ils vont tenir, enfin ce qu'ils vont prendre de ce qu'ils vont entendre. Ouais, on a été assez visionnaire sur ce fait-là. Je prends l'exemple encore une fois d'Alain Soral, on l'a reçu 3 ans après, tout le monde en parle. Donc dire aujourd'hui que c'est quelqu'un d'influent, bon, je crois qu'on peut largement le dire, juger de la manière dont il l'est. Ça, après, c'est aux gens de se faire leur idée. Moi aussi, j'ai déjà entendu des propos d'Alain Soral. Moi, je te dis, franchement, avec certaines analyses, je le trouve extrêmement pertinent. Maintenant, je partage pas tout, mais il y a des analyses. En quoi il est pertinent, Soral? Pardon de te couper, mais. Attends, tu sais, le livre. Parce qu'on parlait tout à l'heure avec Karim, il disait, je connais pas d'antisémite. Pour moi, Alain Soral est un véritable antisémite. Hein. Attends, tu sais, son livre sur la banlieue, là. Attends, c'était le seul, quand même, à dire en plateau, arrêtez de parler des jeunes, de dire le jeune il est sorti de la mosquée et le soir il est en train de faire des tournantes, de violer des nanas dans les caves. Faut arrêter quand même. Ça a été un des seuls quand même qui a pu dire ça et qui l'a écrit dans un livre et qui a dit c'est pas les mêmes jeunes. Celui qui va à la mosquée, c'est pas celui qui est dans les caves. Oui, mais pour connaître un peu de près aussi ce type de personnages, ce sont des gens qui veulent t'imposer une certaine lecture des choses, et si tu vas un petit peu à l'encontre, t'es tout de suite et tu deviens tout de suite la oui, ça c'est pas impossible. Ils ont un ego surdimensionné. Ah oui, mais là, c'est son ils ont aussi une ça ne concerne que moi et vraiment
je persiste et je signe ces deux-là, en tout cas Dieudonné et Alain Soral aujourd'hui. Dieudonné que j'aimais beaucoup moi à l'époque et qui m'a extrêmement déçu, qui est parti complètement en vrille et qui aujourd'hui, je peux vous dire honnêtement, il n'en a rien à foutre des musulmans. Oui, il fait de la provoque pour la provoque. Il fait de la provoque juste pour la provoque. Oui, bon. Ce sont des gens qui ont des problèmes, des comptes à régler avec la société, et en particulier avec le monde politique, et qui prennent en otage cette communauté musulmane qui s'est laissée berner pendant des années. Bah justement, c'est peut-être en leur donnant la parole et leur posant les bonnes questions qu'on aurait pu peut-être avant se rendre compte, en tout cas se rendre compte, à mon avis, de. En tout cas, Valls a été l'un des meilleurs managers de Dieudonné pendant 2 mois, tellement attaché de presse. Franchement, il lui a fait de la pub puisque les spectacles étaient pleins et plein de gens qui le connaissaient peut-être pas forcément sont venus le voir. Voilà. Donc bravo Monsieur Valls. Alors Barhan, on va lire ton poème dans un instant avec Samira. Oui, et puis alors après, je commence juste avec quelques lignes. Oui, ou non, j'ai la pub là. Ah, bah, en fait, on se fait la pub tout de suite. On se fait la pub. Et on se fait le poème et après on libère Barhan parce qu'il doit partir, mais ça. qui reviendra, Barhan. Hein, la team de LGF. Bienvenue mon pote. À tout de suite. Les pubs sont rapides, c'est pour ça comme ça, hop, on est tranquille. Merci d'être avec nous LGF, le grand forum avec nous, Samira Karwa aujourd'hui, et donc notre invité, Barhan El Fakar qui est avec nous sur Force Maghreb 2 pour nous présenter son livre Bouilly, les poèmes et les mots. La poème les mots. La poème et les mots. C'est ça. Voilà, que vous pouvez vous procurer sur le site d'Amazon ou sur le site sur la page Facebook, il y a les liens en question de Barhan El Fakar ou Bouilly aussi, il y a une page qui s'appelle Bouilly. Tout à fait. Alors, tu voulais nous lire avant de nous lire le poème, oui, juste le petit passage. Juste quelques lignes, ouais, parce que c'est préfacé par Monsieur Tariq Ramadan. Voilà. Et donc je lis juste les dernières lignes quand il dit: je salue ici ce projet artistique et son auteur, sa volonté de dire autrement l'homme et sa quête par le verbe, la poésie et la beauté. Il y parvint en de nombreux passages du recueil de très belle façon. J'aimerais l'en féliciter et inviter le lecteur à trouver sens à ses écrits et inviter celui-ci, par le sens qu'il partage, à poursuivre sa route dans l'expression de son imaginaire, de son intimité, de façon belle, poétique et toujours humaine. Donc ça a été écrit le 7 décembre 2016. Ah oui, quand même. Voilà. T'entretiens des relations particulières avec Tariq Ramadan? Alors sans vouloir être trop superstitieux, c'est de l'ordre du métaphysique un peu, c'est-à-dire que ça date d'il y a très longtemps, c'est tout le temps, on s'est rencontrés parfois sans forcément que ce soit prévu et nos relations sont de l'ordre du professeur à son élève. Voilà. Très bien. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un que tu apprécies particulièrement, avec qui tu... Ouais. Beaucoup, puisse Dieu le protéger et le soustraire des alors justement, tu parlais de ces gens qui sont qui on donne pas forcément la parole. Tariq Ramadan fait partie de cela aussi. Oui, voilà, mais mais là, on peut pas comparer du tout à Soral. Non, c'est pas ça n'a absolument rien à voir. Attention, pas. Non, on est bien d'accord. Ne prennent pas quand même. Quelqu'un qui a une éthique et quelqu'un qui en a pas. Et pour te dire que j'ai ma certaine liberté, en tout cas j'espère de penser, c'est que j'ai aussi reçu Tariq Ramadan à l'époque d'ailleurs où il était stigmatisé par Alain Soral. Critiqué. Alors que reproche Alain Soral à Tariq Ramadan? Il lui reproche de ne pas être français, je crois. Pour faire simple. Et d'être un peu trop européen. Un peu trop intelligent pour lui, peut-être. Il l'a trouvé intelligent d'ailleurs, parce que 2 ans avant de le critiquer clairement dans ses vidéos sur YouTube, il a aussi fait des vidéos où il lui trouvait plein de qualités. Le problème qu'il y a aujourd'hui, Fakal, c'est que dans cette société, on a monté les communautés les unes contre les autres, et quelques personnes y ont contribué, dont Alain Soral, et malheureusement un petit peu plus tard aussi Dieudonné. Et aujourd'hui, vous avez ces gens qui sont écoutés sur Internet via des vidéos YouTube, c'est la nouvelle mode en ce moment. Et Alain Soral est aimé, apprécié par un certain nombre parce que il parle non pas du sionisme, mais il parle des juifs, clairement. Voilà, parce que pour lui, moi quand je dis il est antisémite, il l'est, quoi, pour le coup, parce que pour avoir écouté quelques-uns de ses discours, et donc à partir du moment où le mec est antisémite, pour moi il n'a pas, voilà, ça a aucune crédibilité. Le problème, c'est que chez certaines personnes, c'est repris, c'est partagé, et donc on apprécie parce que ce mec-là dit juif, mais on cherche pas à aller plus loin dans la pensée, dans la réflexion, et c'est là le tort de certaines personnes qui, voilà, moi, se confortent. C'est pas ces parties-là, moi qui m'avait interpellé, enfin. Oui, non, mais j'ose imaginer, dans sa pertinence. C'était vraiment son analyse à un moment donné des jeunes de la banlieue, etc. Il disait des choses au moment justement de 2005 également, où il y a eu tout ce qu'on a appelé les émeutes des banlieues. Les émeutes des banlieues. Émeutes. Tu vois toujours. Alors le poème, ma chère Samira. Oui, alors on y va. Allez, je mets la petite musique. Merci. Alors, si près, si loin. Je t'ai cherché dans l'infiniment loin, l'infiniment grand, dans l'infiniment vite et l'infiniment plein. Mais tu étais là, infiniment près. Plus près de moi que ma plèvre et l'aorte, tu précèdes ce que mes lèvres exhortent. Je t'imaginais
dans l'infiniment vite. Mais tu étais là, dans le temps, qui traînait ses bottes. Tu es l'horloger ultime. Tes pendules ne sont d'aucune sorte. Je t'ai cherché dans les étoiles, les yeux rivés vers le ciel, alors que la rivière et le sol reflétaient ta toile et tes soies. À l'heure où l'or des étoiles et ton miel soufflent sur les voiles du savoir et ses voiles. Pour toi, des chants et des chants de Amen témoignent quand la nature comble les absences, le comble est que c'est le vide qui amène les chances de l'existence. Par toi, le hasard n'existe pas, il n'y a que des choix et du sens. La différence entre ce que j'imaginais et ce en quoi je crois, c'est ta présence. Merci. Barhan El Fakar. Merci. Barhan, tu peux, si je te mets un flow de rap, tu peux nous faire un petit rap en impro. Alors, si tu invites Kerry James une prochaine fois, je voudrais bien tenter l'expérience. Ah, tu voudrais faire un featuring avec Kerry James. Avec grand plaisir. D'ailleurs, pas de problème, il est venu il y a pas longtemps. Alors justement, titre, j'ai un poème qui s'appelle Je suis noir. Alors c'est pas parce qu'il l'est, hein, rien à voir. Mais si jamais Kerry James acceptait un jour de lire ce poème, je pense que ça pourrait rendre quelque chose d'intéressant. C'est un poème qui a été écrit d'une façon un peu à être posé sur une musique, sur une instrumentale. Je suis sûr qu'il le fera mieux que moi. Et pardon, c'est pas Je suis noir, c'est plutôt A comme fric. C'est le poème. Ouais, c'est pas celui-ci. S'il peut même le faire de loin, j'adorerais. Et toi, Samira, t'es capable de nous le faire en flow rap? Par contre, si tu veux bien, j'ai un poème d'ailleurs où je crois qu'il y a le mot Dieudonné dedans, c'est le seul. Si tu veux bien que je te lise, il s'appelle Tout passe. Je peux le faire aussi. Ah bah vas-y, tiens, on va mettre un petit flow. Pas en flow, bien sûr. Mais... Alors Tout passe, c'est un texte un peu doux. Je vais te le lire. Je retrouve la page. J'y suis déjà. Non, ça peut être marrant avec un poème avec ce genre de musique comme ça derrière. Je mets parfois des musiques un petit peu barrées pendant l'écriture, mais jamais d'instru, sinon je vais partir Tu comprends? Ça va me rappeler des... On était 5 dans le groupe à l'époque. D'ailleurs, je salue ici le groupe qui s'appelait L'Asmala, avec un album dans les bacs dans les années 2000. Une très belle expérience. Voilà. Donc il n'y aura pas de rap aujourd'hui. Alors le Tout passe, tu le veux ou... J'aurais essayé. Bon. Ça a failli encore un petit peu, tu vois, j'avais un peu de... Ça commence à remonter, la chair de poule. Alors, musique ou sans musique? Allez, avec un petit peu de musique. Avec un petit peu de musique. Allez, c'est parti, musique, poème, allez hop, c'est bon, on est en direct sur France Maghreb 2, c'est le LGF, Barhan El Fakar. Tout passe. Que voit l'homme à la fenêtre? Que tout passe. Même les raisons s'enlacent. La rose courbe l'échine, le soleil se lève, se lasse, puis se casse. Tout passe. Homo fut Erectus, puis Sapiens. Noël fut Jésus, puis Sapin. La terre fut plate, puis ronde, et bientôt plus à sa place. Un sourire passe, même si pas sa trace. Un amour aussi, même si pas sa force. Aucune douleur n'est éternelle. Il faut la vie pour l'accueillir. Alors soit tu meurs, soit je te vois vieillir. Tu passes. En bas de la fenêtre, le mendiant moque son destin. L'hypocrisie bat son plein, les cœurs battent sans se plaindre, le travailleur mange sans pain. En face de la fenêtre, les amoureux vont à Vienne, leurs amants des va-et-vient, leurs disputes vont et viennent, et bientôt l'enfant réveillera les voisins. Il grandira. Tout passe. Le lion finit par s'endormir, le deuil par faire sourire, la faim devient le plaisir du repentir. Tout passe, même en France. Pendant que Manu valse avec les loups, que ses chiens aboient, le caravane passe, conduit par un dieu d'eau au mur, des jeunes pris entre le business et la farce. Choisir entre le voile et la France, quelle triste espérance. En tant que Français, je vous le dis, cher héritier de Mohammed, vous, responsables mais pas coupables, je vous le dis, les enfants de valse porteront le voile, sur leur tête ou au panthéon des mea culpa. Tout passe. Que fait l'homme à la fenêtre? Il se lève, vit, puis trépasse, avec un point de vue sur la vie qui passe. Tout passe. Wesh, ma gueule, bien. Au fait, tu viens de... Parce que tu nous as parlé un petit peu de ce recueil, mais et ton parcours un petit peu, peut-être juste avant que tu partes... Oui, avec plaisir. Avant que tu partes, tu vas faire J'aime ou j'aime pas avec nous. Ouais. Ah, ouais, c'est comme ça, tu sais, quand on rentre à 16h, généralement, c'est dur de partir avant. Alors c'est parti, où j'en suis? Ah oui, le parcours, tu disais, écoute, oui, moi, un petit peu en fait, et ce qui a pu t'amener également après. Écoute, j'ai grandi en banlieue, dans le Val d'Oise, à Franconville, dans un quartier du doux surnom de Chicago, tellement la violence y était ça a dû être dur. Hein. Ça l'a été, franchement, ça a été aussi l'école de ma vie. Pour résumer, maman de 4 enfants à la maison, donc de parents divorcés. Et très vite, moi c'est le football qui m'a sauvé, puisque ça a été mon premier métier. Ah.
T'es quoi comme poste? Milieu terrain, milieu à l'époque où les 10 existaient encore, puisqu'après ça n'existait plus, c'était un milieu relayeur si tu veux, dans les premières années pro. Donc voilà où j'ai évolué dans un club dans le Val d'Oise de National 1 qui s'appelait Saint-Leu-la-Forêt. À l'époque, en 94-95, on avait battu Nantes en Coupe de France. Hein. C'était l'époque de la belle équipe de Nantes. Il y avait Wedek, Makelele et tout ça. Ah oui. J'avais 17 ans à l'époque. Voilà. Donc après, suite à quelques blessures, ça va pas forcément intéresser les auditeurs ici ma vie, mais voilà, 2-3 blessures, une ligamentoplastie, des choses comme ça, la carrière à revoir. Ça c'est malheureusement la série des footballeurs. C'est ça. Et puis il m'a fallu énormément, là, on parlait des mots tout à l'heure pour passer tout simplement. Ça a été très 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 difficile. L'écriture a été là, ma foi aussi. J'imagine que Dieu m'a préparé quelque chose, je veux dire une vie meilleure encore que celle que j'aurais pu, j'imagine, avoir en tant que footballeur. Donc alhamdoulilah, que Dieu soit loué, ça va. Et l'écriture, le groupe de rap plus jeune, le travail. La situation était vraiment difficile à la maison, c'est clair, avec une maman que je salue encore ici, mais je vais pas trop parler d'elle, sinon je vais me mettre à pleurer comme à chaque fois, mais je te salue. Elle a joué le rôle de 2 parents, clairement. Donc avec elle, je ne pouvais pas devenir misogyne, bien évidemment, avec son courage. On a essayé de le lui rendre avec mes frères. Voilà, on essaie de lui rendre, de travailler, d'avoir des projets toujours et encore. Et puis que des bonhommes à la maison. Oui, une petite sœur, la pauvre, Loubna. Alors, la pauvre. Ça va pas être facile pour elle. Tiens, faut faire un peu de montre d'empathie. Je sais pas, peut-être une chance. Qui lui fait de très bons thé au jasmin, apparemment. Elle doit être bien protégée en tout cas. Oui, j'espère qu'on a été à la hauteur. Je sais pas si on a été tout le temps. En tout cas, je l'embrasse. J'embrasse aussi mon père, bien évidemment, parce que on comprendra plus tard qu'il est important aussi. Écoute, voilà, donc l'écriture toujours, c'est ce qui m'a peut-être aussi un peu sauvé. D'ailleurs, si j'ai écrit la toute première fois où j'ai décidé de structurer un texte, on va dire, ça a été en parlant de lui. Je sais pas si je peux encore poursuivre, hein. Tu m'as posé une question, tu vois. Ça peut être long, Christophe. Qu'est-ce que je fais? T'as le mic là, vas-y, t'as le mic. C'est parti, je lâche plus, là, je monte sur scène et donc non, mon père, oui, c'était j'ai toujours donc écrit au lycée un jour un prof absent, je l'avais dit dans une récente interview il y a pas très longtemps, et puis un prof qui le remplace, qui nous propose à ce moment-là de faire ce qu'on veut, des jeux, du dessin, jouer aux échecs. Moi, j'ai écrit, et en pensant à lui, j'avais écrit un texte comme ça où j'imaginais un tronc d'arbre qui symbolisait, si tu veux, la séparation, le divorce, et j'imaginais que je frappais à chaque coup de hache que je mettais à terre cette séparation, ce manque. En fait, ça représentait le manque de mon père. Le prof, qui était un prof de français, passé par là, a trouvé le texte assez touchant, il m'a fait énormément de compliments, et ça a été la première personne parmi de nombreux autres après qui m'ont mis en confiance par rapport à l'écriture. J'ai eu des rencontres comme ça de philosophes. J'ai rencontré Claude Rowels, qui est le traducteur français du poète allemand Goethe, par exemple, quelqu'un de très intéressant qui est tombé un peu par hasard sur mes écrits, qui m'a énormément mis en confiance. J'ai mis du temps à partager, voilà, à force des rencontres. Et puis quand on m'a fait concrètement comprendre que j'avais peut-être ma place, j'ai décidé de partager un peu avec vous. Tu la prends ta place. Alors Barhan, il y a deux personnes dans la team LGF que tu vas bientôt rejoindre, n'est-ce pas? Dis-moi tout. Oui. Je vais dire oui en live. Oui, c'est la réponse est oui alors. Très bien. Donc, il m'a fait dire rajoutez-le officiellement devant les auditeurs. Barhan, il y a deux personnes qui sont aussi dans l'écriture dans l'équipe du Grand Forum. Peut-être que tu connais. Tout à fait. Ousmane Timera. Oui, j'ai eu l'occasion de l'interviewer. Qui sera là demain. Ah, tu le salueras bien de ma part. Ok. Et puis Sabrina Artiste. Oui, j'ai eu l'occasion d'écouter une fois. Voilà. Donc Sabrina qui d'ailleurs avec Maïssa Leroy démarre une nouvelle expérience, ma chère Samira, puisqu'elle rejoint la nouvelle chaîne qui va naître d'ailleurs tout à l'heure à 20h. On lui souhaite bonne chance à cette chaîne, s'appelle Canal France Algérie. Ça se passe sur internet pour l'instant, donc bonne chance à cette chaîne et un gros merde à toute l'équipe. Et donc Sabrina Artiste et Maïssa Leroy de la team LGF font partie de cette chaîne où ils vont proposer une émission. Voilà. Écoute, je te laisse un exemplaire pour eux. J'espère donc dans le cadre de ta participation à cette émission, tu seras amené à les rencontrer. Donc ça va donner de beaux échanges tout ça. Allez, avant de te laisser partir, on te fait le j'aime ou j'aime pas. Allez, c'est le j'aime ou j'aime pas. Donc je t'explique, c'est un peu le principe des réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On a un fil d'actualité. On clique sur j'aime pas, mais on a rajouté une petite notion, c'est je m'en fous. Voilà. Alors je donne les petites informations. Donc alors je sais pas si vous avez suivi ce nouveau record de vélo d'un certain Robert Marchand à l'âge de 105 ans. 105 ans. Il a battu le record en vélo. Je suis incroyable. Impressionné. Moi j'aime. Alors. Ouais. On aime, hein. On aime beaucoup. Là où je tente moi de faire 20 minutes de footing. Oui. Non, c'est incroyable. Génial, franchement. UDI, le parti de l'UDI, le siège du parti donc de Jean-Christophe Lagarde a été perquisitionné hier pour abus de confiance et financement illégal. Oui. On aime, on n'aime pas. On adore. D'ailleurs, qui s'est fait remarquer avec une petite phrase, et remarqué par rapport à la fermeture de l'usine PSA Citroën, il implique ça à la pratique religieuse de l'islam. Ah bah oui, mais tu sais, il faut toujours trouver les musulmans. D'ailleurs, pour la Bastille, je suis sûr il y avait des musulmans. Donc il y a du chômage, c'est encore à cause des musulmans. Voilà. C'est donc, ça.
Vincent Payon, Karim nous en a parlé tout à l'heure, qui a comparé le sort des musulmans français à celui des juifs sous Vichy. Il a dû limite présenter ses excuses parce que ça a choqué. Alors on aime ou on n'aime pas cette phrase? On n'aime pas. C'est ça. On n'aime pas. On n'aime pas la phrase? Non. Pourquoi la comparaison? Oui, la comparaison déjà. Et puis encore une fois, toujours la posture de victimisation et de victime que j'aimerais que l'on ait de moins en moins. Et très bien. Parce que ça manque de précision. Laisser chaque chose à sa place, en fait, ça serait bien aussi. 3 sénateurs américains, républicains, je précise, ont proposé de faire adopter un projet de loi visant à reconnaître officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël, mais aussi de déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem. Oui, mais ça, c'est parce que Trump, c'est ce qu'il voulait, non? Et donc, il le fait passer par ses sénateurs, là, non? Ouais, alors on aime, on n'aime pas? Ou je m'en fous? Qu'est-ce que ça changerait, exactement? Ça changerait que rien du tout, que voilà, pour eux, Jérusalem sera la capitale d'Israël. Ouais, écoute, de toute manière, il y a un vrai problème avec la question de la Palestine, donc je pense que tant qu'on règle pas cette question... si on revient déjà aux frontières de 67, on aura déjà fait un grand pas, mais voilà. C'est loin d'être le cas pour l'instant. Je pense que c'est ce qui est pris. On n'aime pas. Un jeune Tunisien a été condamné, ça se passe à Toulouse, on en avait parlé d'ailleurs dans cette chronique de J'aime pas, à 2 ans de prison ferme pour avoir menacé le consul de Tunisie avec une arme à feu. Et alors, il a été condamné en France? Il a été condamné en France, oui, ça s'est passé à Toulouse. D'accord. 2 ans. J'aime pas, je m'en fous. Je sais pas, tu te rappelles le policier là il a eu, je sais pas, même pas 6 mois ferme, je sais pas quoi. Non, je sais pas, une justice à deux vitesses, j'aime pas, non. Barhan? Ouais, ça m'est égal après que chacun réponde de ses actes. Oui, voilà. Ça, je suis d'accord. Mais après, que ce soit adapté et qu'il y ait une équité en fait. Et puis même le simple principe de justice, quoi, tout simplement. Et puis pour terminer, pas moins de 7 cellules terroristes ont été démantelées en Tunisie en une semaine. Bon, ça bosse bien, c'est bien. On aime. On aime. Ouais. On aime. C'était le j'aime ou j'aime pas avec Samira Karoua et Barhan El Fakr, que l'on remercie. Bon, Barhan. Merci. Oui, dis-moi tout. Tu vas revenir bientôt alors. Avec grand plaisir. Tu connais l'endroit. Oui. T'es bienvenu ici, voilà. La prochaine fois, on sort le couscous, tout ça, tout va bien. Celui de ma maman ou le tien? Parce qu'attention, elle écoute, hein, je te dis, elle écoute. Et en couscous, elle est presque imbattable. Attends, parce qu'il y a autant de couscous de régions, de départements. C'est quoi, toi, couscous quoi? Kenitra, Sidikasem, Kenitra, Rabat, tout ça, tu vois, Mouli Bouslem, les Araïch, c'est le nord du Maroc. On met du raisin dans le couscous? Ah non, mais pas de raisin dans le couscous. C'est plein de bons légumes, de la viande, pourquoi pas du poulet. Ouais. Et plein de légumes. Non, mais pas de merguez. Parfois. Mais pas de pommes de terre. Surtout pas. Ah ouais. C'est les Tunisiens qui mettent des pommes de terre dans le couscous. Hein? Des fois on en met, nous les Algériens aussi. Oui, je sais, quelques Algériens refoulés. Non, pas avec le pain, non, pas le pain. Alors attendez. Cette taille là. Je vais peut-être en choquer plus d'un, mais je ne peux pas manger de couscous sans pain. Pardon. Je suis désolé de te le dire. Et c'est le français qui nous dit ça. Oui, c'est le français qui dit ça, et ma belle-mère tente de me donner des coups de baguette sur les doigts, mais ça marche pas. D'accord, mais pourquoi avec le pain? Parce que j'aime bien. Ah ouais. De toute façon, je mange tout. Écoute, t'aimes bien. bien. Pommes de terre semoule, la totale, ou tu mets pas de pommes de terre quand même dans le couscous? Alors je serais tenté de te dire que là je suis en train de charrier les Tunisiens, mais les navets aussi. Que chez nous on met des navets, on met des pommes de terre, on met tout. Voilà, on parle de gastronomie aussi dans cette émission. Bon appétit tout le monde. Encore merci, je salue tes auditeurs, tous les auditeurs, j'espère les retrouver, qui n'hésitent surtout pas à venir sur ma page aussi pour échanger avec moi. Donc on rappelle le titre du livre, c'est important. Boui, B-O-I, la peau aime les mots. Bon. Facebook. Alors Christophe, t'es content de l'invité que j'ai ramené? Bah oui, d'autant plus qu'il va revenir donc. Voilà. WhatsApp, tout ça. Ah oui, y aller quoi. J'ai le numéro. Alors on t'a bien accueilli? Un très bon accueil. Enfin Christophe, du moins maintenant. T'as bien fait de le dire. Est-ce que il a dit tout à l'heure qu'il était pas misogyne, hein, c'est ça? La seule femme d'ici. En plus. Samira, merci beaucoup. Vous lui donnez pas à manger ce soir. Merci d'avoir compris aussi le recueil de ce qui en est sorti. J'avais oublié de te remercier pour ça. Et puis de ta lecture, j'ai été très observateur, c'est très important pour moi au niveau du rythme, mais je peux te dire que il y avait pas mieux faire au niveau du flow, hein. Oh, ça va. J'étais pas rappeuse moi. Ouais, bah. À bientôt.
À bientôt. Merci beaucoup, Barhan. À bientôt. N'oublie pas de m'envoyer la vidéo. Avec plaisir. Bon, merci beaucoup. Voilà, Barhan qui s'en va, qui connaît la porte, qui s'en va tout seul. Comme un grand. Samira. Oui. Voilà, donc on est de retour avec on n'a pas quitté non plus l'antenne, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait la pub tout de suite, comme ça on enchaîne. Ouais, on va faire la pub tout de suite, comme ça on dit au revoir à Barhan. Voilà, c'est ça. Et puis, ah bah non, attends. Barhan, t'es pressé là? Non, parce que je voulais te faire un petit cadeau avant de partir. Parce que tu méritais bien ça. Alors c'est un petit cadeau musical. Alors, hop, attends, bouge pas le temps que je cherche parce que voilà. C'est Kerry James qui va arriver par derrière là. Kerry James, t'as dit? Oui, Kerry James. Ah ouais. N'oublie pas la proposition du texte. Attends, comme alors, fric. J'en ai tellement de Kerry James. Mais alors celui-là est très parlant. Et celui-là, on va le dédier à tous ceux qui empêchent ou qui font du communautarisme à outrance. C'est ce fameux titre Constat amer, vous connaissez? Oui. Allez, on le dédicace à tout le monde. Allez, c'est ça. Et prenez-en de bonnes graines, c'est important. Bah dis donc, on est retour, on s'habitue même plus à ce qu'il y ait des pubs aussi courtes que ça. Incroyable, hein? C'est formidable. Moi j'aime bien. Peut-être que la radio, la direction aime moins bien forcément, mais bon. Là j'aime bien. Bon, c'est un petit peu la tendance générale, vous savez. C'était la rubrique j'aime ou j'aime pas de tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Un peu prolongé. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? On va parler un petit peu de l'Irak. Et cette mesure pour accélérer l'avance des forces irakiennes sur Mossoul, la coalition internationale a décidé de doubler le nombre de conseillers militaires affectés sur cette zone et porté à 450 depuis une semaine. L'armée irakienne a annoncé sa deuxième phase d'offensive pour reconquérir la ville contrôlée par Daesh depuis juin 2014 quand même. Irak toujours avec un attentat ce matin, Samira, un attentat à la voiture piégée qui a fait 6 morts et 15 blessés dans une banlieue chic de Bagdad. Une explosion à proximité d'une mosquée qui pour l'instant n'a pas été revendiquée. Je vous le dis parce que vous l'entendrez certainement pas sur BFM TV. Oui, donc, voilà, c'est ça. Vous le dire tout de suite. Hein. Paix à leur âme, à toutes les victimes et tout, parce que c'est encore une fois des civils, encore une fois des personnes qui n'ont rien demandé, et c'est de tragiques attentats. Effectivement. Alors, je voulais revenir aussi sur cette tension sociale, et en Algérie en particulièrement, avec des affrontements qui ont eu lieu avec des jeunes et les forces de l'ordre dans plusieurs villes du nord du pays depuis lundi. Des dizaines de personnes ont été arrêtées à Béjaïa. À Bouira, des protestataires ont bloqué l'autoroute avec des pneus en flammes. Alors je vais vous retracer un petit peu ce qui s'est passé. Au départ, il y a un appel à la grève, un appel anonyme qui donc invite les commerçants à baisser le rideau pour protester contre les hausses de taxes de la nouvelle loi de finances. Lundi, à Béjaïa, de nombreux commerces ferment, certains pour protester, d'autres par peur de représailles. Mais des groupes de jeunes, donc des groupes d'adolescents en particulier, se sont rassemblés dans les rues. Et des affrontements avec des forces de l'ordre éclatent selon les médias locaux. Il y a des blessés des deux côtés et beaucoup de dégâts. Dans la capitale, lundi et mardi, des dizaines de jeunes, surtout des adolescents, se sont rassemblés. À chaque fois, ils tentent de barrer la route, mais les poubelles sont incendiées, les abribus et les commerces détruits. Il n'y a pas de manifestation, ces regroupements ne durent pas très longtemps, mais ils ont lieu donc dans de nombreux quartiers d'Alger. Le calme s'en venait revenu hier à Béjaïa et dans la capitale hier soir. Donc le ministère de l'Intérieur a dénoncé des actes d'incivisme. Les associations officielles de commerce, elles, attaquent les grands importateurs qu'elles accusent de vouloir faire pression sur les autorités en manipulant les manifestants. Voilà un petit peu ce qui s'est passé durant ces 2 jours. Une petite réaction sur cette grogne face à l'augmentation des taxes importantes. On parle d'une augmentation de 30 à 40%. Oui, mais en fait, des prix de première nécessité. Ce qui m'interpelle un petit peu, c'est l'agenda de tout ça. Je sais pas si tu te souviens, le dernier avis tranché que j'avais fait c'était concernant Alep. Excusez-moi, j'étais en extinction de voix hier et là, c'est en train de reprendre. Mais il faut que ça attende 18h. Hein, oui, c'est ça, on va attendre l'extinction de l'émission avant. Oui, et à la fin de l'avis tranché, je t'avais dit, j'avais dit en fait, voilà, il y a eu l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie, à qui le tour, et j'avais cité l'Algérie en expliquant qu'elle pouvait être une cible potentielle après et qu'on entendrait parler probablement de manifestations, d'attentats ou de choses, de troubles en fait. Et là, en fait, ce que tu es en train de me dire, je suis en train de me demander si c'est quelque chose qui va être isolé, qui va vite se régler, ou si ça rentre
encore une fois dans quelque chose de plus global, pour encore une fois que les choses s'aggravent. Certaines personnalités algériennes, notamment des politiques, parlent de déstabilisation, de tentatives de déstabilisation. Et ben voilà. Avorté. Et ben de toute manière, j'en avais déjà parlé avant. J'ai envie de te dire, dans une analyse un peu géopolitique et stratégique au niveau international, c'est des choses qui ont cours. Le nom de l'Algérie a été cité à plusieurs reprises et ça m'étonnerait pas. Enfin voilà, que maintenant que la Syrie, ça se calme un petit peu, que les choses sont en train de se tasser du côté de l'Irak avec ce que tu as dit juste avant. Ça m'étonne pas, c'est juste très très inquiétant parce que j'espère que ça va pas s'aggraver et ça va pas se généraliser à toute l'Algérie et qu'on va pas avoir encore un pays à feu et à sang. Non, on l'espère évidemment pas et ça n'en prend pas la direction en tout cas. Manji de Marseille. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Oui, bonjour. En fait, chaque fois on fait les analyses, on parle des conséquences, on ne parle jamais des causes. Vous savez, Ibn Khaldoun, moi j'avais écrit ça il y a peut-être très longtemps et j'avais parlé que 2017 ce sera la deuxième révolution, parce que moi je pars toujours de contre-révolution qui a essayé de déposséder les peuples arabes de leur émancipation. C'est-à-dire, vous considérez toujours, excusez-moi, je parle par rapport à votre prise de position tout à l'heure, vous parlez de plan global de stabilisation, mais quand il se passe rien, personne ne s'inquiète des journalistes qui sont emprisonnés, des syndicalistes qu'on emprisonne, des commerces, des appareils économiques qu'on casse, que ça fait 60 ans que l'Algérie elle vit avec le pétrole, et parce qu'il y a l'augmentation, parce que le pétrole il a tellement qu'il y a eu cette augmentation, il n'y a jamais une politique qui a été mise en place par un gouvernement qui était légitime, qui est arrivé sur un coup d'État. Mais toutes ces conséquences-là, vous les prenez pas en compte. Vous savez, la violence profite toujours. Alors attends, Manji, oui. Manji, on s'arrête 2 secondes parce qu'il y a des mots quand même qui m'interpellent. Moi, quand tu dis coup d'État, quand tu dis tu parles de l'Algérie a eu un coup d'État quand même après 92, je sais pas, après d'accord. Après les élections. Oui, voilà, c'est tout. Je veux dire, le gouvernement actuel, il dépend de rien. Je veux dire, vous avez vu la campagne électorale de Bouteflika? Ça se fait nulle part. Je veux dire, il a jamais parlé aux Algériens depuis 3-4 ans. Faut arrêter quand même de prendre un petit peu les gens pour des débiles. Je veux dire, c'est bon, on l'a même pas vu. On avait un portrait qui se baladait en Algérie et qui est devenu président. Oui, mais maintenant, voilà. si je peux me permettre, c'est encore de très bons arguments qui vont être donnés à la population. En leur rappelant qu'au final la démocratie n'existe pas tout à fait et qu'au nom de oui mais écoutez, ce n'est pas encore une fois en mettant le pays à feu et à sang et dans la violence. Je vis dans le même confort que vous. Vous inquiétez pas, je vis dans le même confort que vous. Non mais c'est pas une question là de confort. Vous n'avez pas un médicament en Algérie. Non mais oui. Vous avez. Oui. Non mais après il y a énormément de problèmes. Je dis pas qu'il faut pas essayer. Il y a trop de problèmes. C'est pas énormément. Il y a que des problèmes. Parce que le problème il est institutionnel. Mais maintenant d'essayer de renverser par la force, vous vous rendez compte de ce que ça va donner? On renverse pas par la force. Encore une fois des morts de civils. Un bus qui a brûlé à Béjaïa, alors que les manifestants, moi je veux dire, j'ai des contacts. Place ça, ils sont à Betna, à Constantine, à Bouira, à Bourg-Mayel, dernièrement à Chlef, à Alger. Il n'y a pas de manifestation ailleurs. C'est comme par rapport à la loi El Khomri, on a dit regardez les casseurs, on n'a pas parlé du fond du problème. Il y a un bus qui a brûlé à Béjaïa. Il faut savoir à qui profite le crime. Il y a de vrais problèmes maintenant. Excusez-moi madame, les appels, je ne sais pas si vous lisez l'arabe, l'appel n'était pas anonyme, comme il a dit Christophe. L'appel, elle était d'un mouvement qui s'appelle le mouvement des héritiers 8045, les héritiers du 8045. C'est un mouvement qui sur le net, c'est un mouvement de jeunes intellectuels, de syndicalistes qui sont mobilisés. Il faut, je dis toujours, parce qu'on n'est pas la langue arabe, on est un peu désarçonné pour parler du monde arabe. C'est quand même, lorsqu'on s'informe uniquement en français, on a les informations qu'on veut bien le donner. Et il faut lire ce que les gens sur place font et organisent. Moi, je te dis, 2017, ça va être une explosion
totale dans tout le monde arabe. On a bien vu comment la Tunisie elle est revenue sur le protectorat français parce que l'ambassadeur de France il fait ce qu'il veut en Tunisie, c'est lui qui reçoit les blessés, c'est lui qui parle au nom de Gaïd de Sepsi. Voilà, et en Égypte, c'est reparti. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé à la première révolution. C'est le mur de la peur qui est tombé. Maintenant, la peur, elle a changé de camp.